Il y a 2 ans, on a passé la nuit dans le château le plus hanté de France pour Halloween. Alors on a ressenti, vécu des choses un peu bizarres, on a eu peur, mais surtout ça a titillé notre curiosité pour le monde du paranormal. Et si en fait il existait une autre dimension dans laquelle vivent les fantômes? Alors je parle pas de ceux qui se trimballent en drap blanc dans les films pour enfants, non, des vrais fantômes. On est allé rencontrer le plus célèbre chasseur de fantômes, Anthony Augusto, qui se sert de la science pour essayer de comprendre les événements, les phénomènes inexpliqués. Et si vous n'y croyez pas, peut-être qu'après avoir vu ça, vous allez changer d'avis. Bonjour Anthony. Bonjour Marie. Merci de venir nous voir. Alors je vous laisse nous expliquer un peu déjà votre expérience de chasseur de fantômes. Qu'est-ce que ça veut dire être un chasseur de fantômes? Ça veut dire peut-être courir après un mystère, courir après un lien entre la vie et la mort, une question un petit peu générale que tout le monde se pose. Et c'est vraiment courir après le doute et savoir ou ne pas savoir. Parce qu'au final, moi après tant d'années, je ne sais toujours pas si les fantômes existent et au final, qu'est-ce qu'un fantôme? Je dirais que je suis croyant dans la pensée, mais je suis sceptique dans la méthode. Et ça, c'est une chose très importante. Donc le fantôme, c'est, dites-moi ce que vous entendez par fantôme et je vous dirai si j'y crois. Un fantôme reste quelque chose d'impalpable, d'impersonnel et que l'on ne peut pas définir. C'est un mystère. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Moi, je suis plutôt au milieu dans le pourquoi pas. Et toute la question, elle réside dans, on va dire, dans un seul combat, une seule problématique, c'est est-ce que l'on avance sans preuve d'existence, ou est-ce que l'on arrête sans preuve d'inexistence? Et c'est là où la science doit reconnaître qu'elle doit avancer vers l'inconnu. Donc, la méthode est scientifique, mais le discours, lui, il doit être philosophique. Vous disiez qu'un fantôme, c'est impersonnel. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on ne peut pas l'imaginer comme un être vivant, un homme, une femme ou avec un certain âge. Mais plutôt comme une chose. Est-ce que cette chose est reliée à un lieu ou on peut les retrouver n'importe où, n'importe quand? Alors on a 2 questions dans une question. Exactement. Alors la première question, oui, c'est ma vision. Je pense que le fantôme, l'entité, la survivance de l'esprit est impersonnelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, aucune personne vivante n'est capable d'affirmer si déjà les fantômes existent. Est-ce un phénomène réel? Si on n'est pas capable déjà de l'affirmer, comment est-on capable d'affirmer que c'est un homme, une femme, un enfant? Je ne peux pas dire demain, s'il y a un phénomène dans cette pièce, c'est le fantôme, on revient de Tati Yvette. C'est impossible. Pendant vos expériences, vous utilisez, on vous voit dans les épisodes, utiliser du matériel. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous utilisez et à quoi ça sert? Il faut toujours garder en tête que les outils, le matériel qu'on utilise, ce ne sont pas des outils qui ont été inventés pour les enquêtes ou pour la chasse aux fantômes. Ce sont des outils qui étaient attribués à d'autres corps de métier. On les a utilisés parce qu'elles s'accordent avec des théories sur l'idée que l'on se fait du fantôme. Voilà, comme je disais tout à l'heure, cette énergie volatile, c'est demain, elle peut transporter, modifier les champs électromagnétiques ou la température. Eh bien, on va utiliser, par exemple, des thermomètres laser ou des thermomètres qui calculent la température ambiante ou de surface. Si elles font modifier ou fluctuer les champs électromagnétiques, on va utiliser des petits boîtiers, des EMF, qui justement vont détecter ces fluctuations. Donc, il y a plusieurs types de cet outil. Et puis ensuite, il y a bien sûr les caméras, les micros, les appareils photo, parce qu'il faut capturer, il faut rendre factuel dans une enquête les informations que l'on reçoit. J'ai lu dans votre livre, par exemple, pendant une expérience, vous avez l'impression d'entendre que quelqu'un dit « Dieu n'existe pas ». Oui, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, après analyse, vous vous êtes rendu compte que c'était plusieurs petits bruits côte à côte Exactement. qui donnent l'impression d'entendre quelqu'un parler, mais finalement, ça n'était pas le cas. C'est l'enquête de l'abbaye de Lucedio. Où nous faisons une séance de TCI, donc de transcommunication instrumentale, où on va essayer de capter, d'enregistrer ce qu'on appelle les voix de l'au-delà. Et à ce moment-là, à Lucedio, on enregistre ces séances sur un dictaphone. Et effectivement, le technicien sonore, lorsqu'il fait le dérochage, qu'il écoute le son, on entend très clairement « Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas ». Et puis,
Après analyse, après profondeur, on va voir sur les enregistrements vidéo qu'à ce moment précis, il y a un des enquêteurs qui bouge, qui se lève, et en fait le frottement de sa veste et des pieds sur le gravier va créer des artefacts sonores. Et ces artefacts sonores combinés vont donner le Dieu n'existe pas. Donc voilà, c'est pourquoi le matériel aussi, on peut se faire piéger, il faut l'utiliser, mais il faut aussi savoir l'analyser. Alors, vous avez tourné beaucoup d'épisodes dans le cadre de l'émission RIP. Vous avez fait donc plusieurs expériences, dont certaines sont racontées dans le livre que vous avez publié. Et justement, aujourd'hui, vous allez nous raconter 3 expériences qui vous ont le plus marqué. Donc, la première qui sera comment vous avez, grâce justement au matériel, aux outils, réussi à démystifier un mythe. Vous allez aussi nous raconter une seconde qui sera plus personnelle. Oui. Et puis, la troisième, c'est l'expérience qui vous a le plus marqué, on va dire. Donc, on commence par celle avec le matériel, les outils. Racontez-nous un petit peu comment vous avez réussi à démystifier tout ça. L'enquête principale qui nous a permis de comprendre que notre méthode et l'utilisation du matériel qu'on en faisait était la bonne, c'est sans aucun doute l'enquête à l'abbaye de Mortemer. L'abbaye de Mortemer a joui pendant des années d'un mythe, d'une légende, de cette fameuse Mathilde, une photo qui avait été prise dans les années 90 à l'argentique, qui avait été analysée à l'époque par Kodak, donc par les studios Kodak, authentiques. Et effectivement, on y voit une silhouette, une femme peut-être avec un capuchon très clair et qui avait été prise plusieurs années de suite au même endroit. Plusieurs fois par plusieurs personnes différentes. Et voilà. Et en est née la fameuse photo de Mathilde, le fantôme le plus connu de France. Et lorsque nous avons eu la chance d'accéder et de pouvoir enquêter en ce lieu, nous avons estimé un périmètre d'analyse, de prise de photos à certains endroits différents pour essayer de faire concorder la luminosité sur l'appareil photo, sur le cliché et sur celui qui avait été pris. Je l'ai. T'as quoi? Venez voir. Vous voyez sur l'écran? Et c'est quoi? Mais c'est quoi? En fait, vu qu'il n'y a pas de flash, il va garder simplement la zone éclairée. Attends, la projection de la lumière sur la façade. Que je mette ma main sur le... Ah ouais. Oh, regarde. Oh, c'est hallucinant. Bon, non. Mais attends, mais on dirait vraiment à taille humaine. C'est-à-dire que ce qu'on voit, cette forme fantomatique, c'est les ruines du clocher. Tout de suite, instantanément, sur mon écran, sur mon appareil photo, je vois cette silhouette fantomatique apparaître. Déception. Pas d'autre mot, déçu. On arrive à la reproduire en quelques secondes, alors que c'était le plus gros challenge. Bien sûr que je suis déçu, bien sûr que je suis déçu. Alors passons maintenant à votre expérience qui vous a le plus marqué. C'est toujours, et ça revient toujours, c'est l'enquête de notre vie, cette fameuse enquête au pensionnat. Un pensionnat abandonné qui était un préventorium au début du siècle, au début du XXe siècle, qui devient ensuite un endroit de transfert pour les enfants juifs et la déportation. Et lorsque nous arrivons sur ce lieu, c'est la première et unique fois, quasiment de notre vie d'enquêteur, avec l'équipe technique où on va ressentir quelque chose de profond. Les jeux sont encore là, il y a les noms des enfants sur les casiers. Il y a la partie dans les caves où les enfants étaient auscultés, il y a les notes qui sont prises sur les enfants. Donc c'est déjà un lieu extrêmement chargé. Et c'est une des seules fois où, comme je vous dis, on n'a pas forcément réussi à cloisonner nos émotions. Parce qu'il se passe des choses très rapidement, que ce soit sonore, visuel, sensation, voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est tellement fort ce qui se passe qu'on n'arrive pas à relier par le passé quelque chose dans une autre enquête qui nous aurait fait vivre ce que l'on est en train de vivre. Et tout de suite, on est dans le doute. Est-ce qu'il n'y a pas une présence humaine, des gens qui ont appris qu'on tournait, qui sont venus nous perturber, des urbexeurs ou des jeunes? Les gendarmes vont venir, ils vont faire un tour de la bâtisse plusieurs fois. À un moment, il y a quelqu'un qui reçoit un caillou, c'est ça? Un caillou, voilà. C'est moi, je suis à la fenêtre, il y a un caillou qui est jeté, qui est projeté contre un mur. En tout cas, il y a un bruit qui est proche de moi. Et puis juste avant, voilà, il y a cette balle qui roule dans la salle de jeu de façon inopinée, seule. On ne saura jamais pourquoi. Le déplacement de cette balle constitue un élément visuel extraordinaire. Malheureusement, le point de départ de l'objet se trouve hors champ de notre caméra DVR. Mais nous avons la certitude absolue qu'il n'y avait personne dans cette pièce. Donc il s'est déjà passé beaucoup de choses et je vais partir avec Mariana et notre cadreur vidéo. On va aller dans cette salle de jeu
Une grande salle de jeu de peut-être 60 ou 80 mètres carrés, je ne sais plus exactement. Et à ce moment précis, je ne sais pas d'où ça vient, je ne saurai jamais d'où ça vient. Il y a une chansonnette qui va m'arriver aux oreilles, qui va nous arriver aux oreilles, une petite voix qui a un timbre féminin, léger, aigu, qui va chantonner. Et on va tous s'arrêter, on va se regarder tous les trois. Vous avez bien entendu. On l'a entendu. Tu l'as sur le micro. Je l'ai sur le micro. Alors, est-ce qu'il dit... Alors, est-ce qu'il dit... Mais non, j'arrive pas à localiser. La pièce est grande, la salle de jeu est très grande. Et pour moi, c'est proche de nous, c'est à côté. Il y a un couloir à gauche, la salle de jeu à droite, la salle derrière où Mariana a vu cette fameuse lumière, et l'escalier qui donne à la cave. Mais c'est pas là qu'on a le plus peur et c'est pas là le plus marquant. Le plus marquant, c'est lorsque le lendemain, le technicien du son, dont lui c'est le métier, et lorsqu'il vient et qu'il nous dit « ce son, il est articulé ». Et en plus, il n'appartient pas à l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez, ni sur vos timbres de voix, ni sur les fréquences de vos vêtements, ni à l'extérieur du bâtiment, parce qu'à l'extérieur, les sons, c'est sur telle fréquence. Et à l'intérieur, il y a une résonance, c'est sur telle fréquence. Et qui nous dit « mystère ». Maintenant, on va passer à la dernière expérience que vous avez vécue. C'est celle qui vous est le plus personnelle, puisque vous avez un petit peu changé votre méthode. Vous êtes parti seul sur un lieu pour justement vivre cette expérience. Exactement. C'était l'enquête aux Hellfire Caves, donc les caves de l'enfer, qui se trouvent en Angleterre. Et sur cette enquête, donc les caves de l'enfer, c'est des conduits, des couloirs très fins, très bas de plafond, je crois que ça doit faire 1,30 m, donc on est courbé, et qui vont s'enfoncer jusqu'à 800 mètres sous terre. Malheureusement, d'un point de vue technique, pour l'enquête, c'est compliqué. On ne peut pas aller installer de caméra, parce que les câbles sont trop courts et qu'il n'y a pas le réseau dessous. On ne peut pas se déplacer à plusieurs parce que le sol est en gravier, donc ça crée des perturbations, des artefacts sonores sur tous les micros. C'est très compliqué. On va prendre la décision de changer un petit peu notre fusil d'épaule et d'aller à contre-courant de ce que l'on a toujours fait. Travailler en binôme ou en trinôme, c'est de partir seul. Donc moi, je vais dire, moi j'y vais. Je vais prendre une caméra tout seul et je vais descendre à 800 mètres sous terre dans ce dédale complètement fou. Et je vais arriver tout en bas du conduit où il y a encore les cachots. Et je vais m'installer en bas, devant cette dernière grille, devant ce cachot qui est la fin du conduit. J'ai la forte impression qu'il y a quelque chose dans le couloir qui est juste derrière moi. Au bout d'un moment, à force de poser des questions, de tenter de rentrer en communication, m'intéresser au lieu, à l'histoire, je parle de ce Paul Whitehead, qui était censé être, je sais pas, un des serveurs ou un des maîtres d'accueil des cérémonies. I have the feeling that there is someone in the hall. Please, who are you? Et je vais clairement avoir la sensation sur la main, lorsque je suis assis, que quelque chose me frôle. Quelque chose m'effleure et me touche. Quelque chose de froid. Et je vais décider de remonter petit à petit à la surface, tout en continuant à m'adresser à ce Paul Whitehead. Et avec mon appareil, mon EMF, mon détecteur de champs électromagnétiques, vous vous doutez bien que 800 mètres sous terre, il n'y a pas de... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça peut pas. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange. Parce qu'à 800 mètres sous terre, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de civil, il n'y a pas de ligne de tension. Et pourtant... Quoi? Qu'est-ce qui s'active? Non mais... Je vais parler à ce Paul Whitehead et mon appareil va se déclencher. Paul,
Are you here? Le quêteur n'arrête pas. Paul? Est-ce que c'était Paul Whitehead? C'est là où je vous parlais tout à l'heure d'association, où l'impersonnalité peut parfois laisser la place à la personnalisation. C'est que lorsque je me suis adressé à Paul Whitehead, 2 ou 3 fois, mon appareil s'est déclenché ces 2 ou 3 fois. C'est la seule fois où, en enquêtant tout seul, je vais être confronté à un phénomène personnel, puisque ce qui me touche la main, c'est personnel, c'est subjectif. C'est pas objectif, c'est subjectif, personne ne le vit. Et de l'autre côté, à un appareil qui me donne, par contre, lui, un fait plutôt objectif. Parce que si cette EMF se déclenche sous terre à cet endroit, alors qu'il n'y a aucune chance d'avoir de perturbations et d'ondes de fréquence industrielles entre 50 et 60 Hz, eh bien c'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui a fait perturber ce matériel. Et ensuite, voilà, je vais remonter à la surface en ramenant ces données pour l'enquête. Et au final, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait seul parce que c'était une expérience très profonde. Merci Anthony de nous avoir un peu plus éclairé sur ce qu'est la profession de chasseur de fantômes et puis nous avoir raconté vos expériences. On peut retrouver d'ailleurs toutes vos enquêtes qui étaient diffusées sur Planète AEI. Maintenant, elles sont sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Quelques-unes aussi sont expliquées donc, dans le livre La France Santé, aux éditions de l'Opportun. Pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les cloches de notification et puis dites-nous en commentaire si vous aussi, vous avez par exemple vécu des expériences chez vous. À bientôt!